Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle édition de Villes et Communes, votre magazine consacré à la décentralisation, au développement local et à la gouvernance locale. Sous ce vieux pont allemand coule le fleuve la Bombay. C'est en traversant ce pont que des dizaines de milliers de Centrafricains ont fui en 2014 les troubles qui agitaient ce pays pour se réfugier dans la terre d'accueil Cameroun, notamment la commune de Kenzu où se trouvent les sites de Lolo et Mbile. Quels sont les dispositifs mis sur pied pour accueillir les personnes déplacées ou réfugiées? Quelles sont les conséquences de cet afflux de personnes sur la gestion des communes d'accueil? Comment est abordée la problématique du retour de ces personnes? Telles sont, entre autres, Madame, Messieurs, les questions qui sont abordées dans l'édition de ce jour. Reportage. Les Nations Unies estiment à 1 600 000 personnes le nombre de déplacés et réfugiés vivant au Cameroun. D'après le Haut-Commissariat des réfugiés, les réfugiés sont recueillis dans quelques 300 sites dans les municipalités du pays, notamment dans les régions de l'Est et du Septentrion, qui sont parmi les plus touchées. Le plus grand contingent de réfugiés, estimé à 278 136 personnes, viennent de la République centrafricaine, en proie aux affrontements entre milices Séléka et anti-Balaka. 4/5 de cet effectif sont disséminés dans les régions de l'Est, de la Damawa et du Nord, et 1/5 restant dans les villes de Yaoundé et Douala. On dénombre environ 93 500 Nigérians, dont une grande partie vit dans le camp de Minawao, situé dans la commune de Mokolo, dans la région de l'extrême nord. Ce camp créé en 2013 pour abriter 30 000 personnes en accueille près du double aujourd'hui, selon les chiffres du gouvernement. Les conditions de vie des réfugiés étaient stables, du fait des mesures prises par le gouvernement et les autorités municipales, ainsi que de l'hospitalité des communautés d'accueil. Toutefois, depuis le début des exactions de la secte terroriste Boko Haram en mars 2014, leur situation interpelle, car des suspicions de présence en leur sein de pions des terroristes ont affecté leurs relations avec les populations. Celles-ci, en effet, ont plusieurs fois été victimes d'actes terroristes. 2000 victimes, selon un chiffre annoncé par le président Paul Biya à la tribune des Nations Unies. En plus de la loi du 27 juillet 2015 portant statut des réfugiés au Cameroun, le gouvernement a mis en place un plan d'urgence pour la prise en charge des réfugiés et déplacés internes. À en croire René Emmanuel Sadi, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Cameroun compte sur les appuis de la communauté internationale pour soutenir durablement les efforts qui grèvent considérablement le budget de l'État, car le pays gère la crise humanitaire la plus sévère de toute son histoire. Les besoins de prise en charge des réfugiés sont estimés à 300 millions de dollars, soit environ 150 milliards de francs CFA. Et à date, le poids de la prise en charge quotidienne pèse sur les communes d'accueil, obligées de trouver des solutions d'urgence en termes de sites d'installation, d'alimentation de base ou encore d'eau. D'après le maire de Kolofata, Lamine Seni Boukar, dont la municipalité abrite le plus grand camp de déplacés internes, fuyant le cœur des opérations de Boko Haram, la commune fait face à une forte pression sur les ressources et infrastructures et les appuis reçus s'avèrent insuffisants devant l'ampleur des besoins. Lors du dernier conseil, nous avons axé notre programmation dans la perspective de retour des déplacés internes vers leur terroir de départ. Et nous avons été renseignés par le OADP sur l'état des ouvrages et l'état de fonctionnalité de ces ouvrages dans ces zones de retour potentiel des déplacés. Qu'il s'agisse des agglomérations comme Piapé, Kirawa, Amchine ou des petits villages. Donc nous avons inscrit
par exemple, de remettre en état certains de ces ouvrages, que ce soit les forages ou la réhabilitation des salles de classe. Nous avons inscrit aussi le désenclavement de ces zones, notamment les besoins sont énormes, mais le désenclavement des parties qui sont prioritairement des bassins de production, qui peuvent permettre donc de rebondir sur l'activité champêtre et commerciale. Comme Kolofata, les communes touchées doivent régler des problèmes de santé, d'éducation, d'activités génératrices de revenus pour ces personnes, afin de réduire la pression exercée sur les communautés d'accueil. Ce d'autant plus que les réfugiés et déplacés sont de plus en plus attirés par la vie hors des camps et certains souhaitent s'installer durablement au Cameroun plutôt que d'envisager un retour dans leur pays d'origine. Nous avons retrouvé pour vous quelques déplacés de Kolofata, mais également des acteurs impliqués dans la prise en charge des réfugiés au Cameroun. Regardez. C'est Boko Haram qui m'a fait partir. Nous subissons les exactions de leurs membres dans mon village à Gréa. Régulièrement, ils entrent et prennent le bétail et nos biens. À côté de cela, il y a aussi les tueries. Les problèmes, c'est là. Si ce n'est pas l'État là, on ne peut pas rester. Là, les gens, quand ils sont en train de donner les riz, ça là, maintenant, on a déjà propre. Avant, on est en train de fuir seulement, on va courir seulement, on ne peut pas rester. Maintenant là, mais c'est déjà un peu mieux. Dans des localités vraiment inaccessibles, ces comités sont bidons dispersés, fuyant dans la guerre et allant dans des centres d'accueil plus sécurisés, comme je disais tantôt, soit Kolofata-San, soit Moura, soit au-delà. C'est-à-dire que les villages sont donc vidés de leur entité humaine. Les réfugiés, voyez-vous, c'est des gens qu'on ne connaît pas. C'est des gens qu'on n'a jamais vus. C'est vrai, c'est une population, mais une population qui vient d'ailleurs, avec les habitudes qu'ils ont transportées de là-bas pour ici, Centrafrique pour préciser. Il faut dire que ce n'est pas toujours facile. Côté, on travaille avec les populations autochtones, de l'autre côté, avec les populations réfugiées, parce que les réalités dans ces deux communautés ne sont pas toujours les mêmes. Les réfugiés bénéficient de beaucoup de projets, beaucoup de dons venant du HCR et autres. La commune devrait s'impliquer aussi. Nous sommes des acteurs en plein temps parce que quand une ONG réagit, c'est à la municipalité qui vient. Monsieur le maire, nous sommes venus avec quelques paquets de sucre, quelques sacs, quelques farines pour les réfugiés de votre camp. Et puis, en collaboration avec le HCR maintenant, nous mettons une stratégie de répartition ou de distribution. Madame, Monsieur, avez-vous déjà été à Ndélélé? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à cette découverte.
Pour nous parler de l'expérience de sa commune en matière de gestion des réfugiés, le maire de Ndélélé a accepté de nous recevoir. Disons déjà que ces populations ne sont pas étrangères parce que limitrophes avec la Centrafrique, ces populations viennent d'un arrondissement de Gamboula, qui est très proche de l'arrondissement de Ndélélé. Il n'y a qu'un cours d'eau qui nous sépare. Et la plupart, c'est les Kako. Les Kako qui sont à la fois de l'autre côté et puis au Cameroun, et même aussi les Ngombe et les Yangeri. Mais là, avec la crise centrafricaine, il n'y a pas seulement que les Kako qui ont traversé, il y a également les musulmans, les Fulbé, qui ont été obligés de traverser parce que, fuyant les violences, les affres qui se sont déroulées de ce côté-là. Bon, ils sont entrés massivement, ça a créé beaucoup de problèmes au niveau, par exemple, les éleveurs qui sont entrés avec leurs troupeaux et le bétail qui a détruit les cultures, ça a créé d'énormes tensions au niveau de la société, au niveau des communautés. Mais avec les sectoriels, nous avons tout mis en œuvre et aujourd'hui, nous pensons que la paix règne. Ces populations sont intégrées au sein des communautés. L'installation s'est faite de manière pacifique et aujourd'hui, nous pensons que ce qu'il y a à faire, c'est vraiment de les accompagner parce que nous savons qu'il y en a qui sont prêts à ne plus repartir. Quand les populations sont arrivées, on s'est rendu compte que les forages, les ouvrages, les puits et les forages n'étaient plus à même de les desservir parce que le besoin était énorme et il était nécessaire que quelque chose soit fait. Et à ce niveau, nous avons eu, c'est vrai, l'appui des organismes tels que le ICR et tous ces démembrements qui ont véritablement apporté leur plus. Et aujourd'hui, nous pensons que quelque chose du chemin a été fait, mais il y a encore un effort supplémentaire à faire. Parce que sur le plan de leur ration, par exemple, ce qu'on leur apporte ne suffit pas. Il faut donc maintenant qu'ils soient en même de se prendre en charge. Parce que ces organismes-là, ces ONG ne vont pas éternellement les appuyer, ou bien l'État, quand on ne va pas éternellement les appuyer. Vous savez, quand vous arrivez chez quelqu'un et que vous voulez lui arracher un lopin de terre, ce n'est pas toujours aisé. Mais on procède en bon africain. On essaie de les comprendre et on leur cède des espaces. Et ils ont commencé à cultiver. Il y en a qui ont commencé à cultiver déjà. Généralement, c'est gratuit. Vous savez que les Camerounais, ils sont accueillants. Les Camerounais sont accueillants, ça il faut le reconnaître. C'est à titre gratuit. Et ils sont quelque peu satisfaits. C'est des cousins, c'est des familles entières qui ont été séparées par le colon. Mais en dehors de ces cousins-là, il y a aussi les Fulbé qui sont entrés avec leur bétail. Et il y a eu des disputes avec les locaux. Les quelques éleveurs locaux camerounais étaient un peu débordés parce que le pâturage s'est avéré insuffisant. Et il a fallu que les sectoriels essaient de les organiser et de les répartir proportionnellement. C'est vrai, lorsque ils ont senti que le pâturage ne permettait plus de nourrir leur bétail, il y en a qui ont été obligés d'aller ailleurs, de migrer ailleurs. Au niveau de la commune de Ndélélé, nous sommes dans les 2000. Nous sommes dans les 2000 environ, 2000 réfugiés qu'on a recensés. Mais c'est vrai aussi qu'il y en a qui ne sont pas très stables. Malgré l'organisation qui est mise sur pied, il y en a qui de temps en temps se déplacent sans en informer les autorités compétentes. Vous retrouvez les gens qui partent de Ndélélé, ils se retrouvent à Lolo.
ils se retrouvent à Kété et d'autres qui partent de là pour Ndélélé, ainsi de suite. C'est vrai que les services compétents ont pris le taureau par les cornes parce qu'à ce moment, on s'est rendu compte qu'il y avait des cas d'agression. Il y avait des cas d'agression, il y avait des cas de vol perpétrés, ainsi de suite. Et des cas d'infiltration, il y a même des suspects qu'on a pu observer, qui voulaient s'infiltrer en voulant se déguiser en réfugiés, alors que c'était des hommes armés. Et il y en a qui ont posé des actes qui n'étaient pas bien. Et heureusement, aujourd'hui, avec le détachement du BIM qui a été envoyé de ce côté-là, je crois que l'ordre règne. La municipalité a une part importante parce que lorsqu'il y a eu beaucoup de ces exactions au niveau des communautés, la commune a été obligée d'intervenir parce qu'il y a des cas de blessures graves qu'il fallait prendre en compte au niveau des formations sanitaires. Il y a eu des agressions même à main armée et on a été obligé d'intervenir. Il fallait aussi organiser les communautés à les surveiller, n'est-ce pas, sur le terrain, à surveiller leurs mouvements et d'informer dès que possible pour éviter des exactions. Aujourd'hui, nous tendons toujours les oreilles vers les communautés qui, à tout moment, nous informent dès qu'il y a un cas de suspect. Le retour, c'est ce que tout le monde souhaiterait, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la sécurité et même de la citoyenneté. Parce que certains Centrafricains ont commencé à avoir les cartes d'identité camerounaises, il faut que ça constitue un danger. Et la conséquence immédiate, c'est qu'on a suspendu la plupart des postes d'identification qui se trouvaient au niveau des frontières. Et aujourd'hui, ça pénalise les populations locales qui sont obligées de partir des confins pour aller se faire identifier à Batouri. Donc, il faut aller à Batouri pour se faire établir la carte nationale d'identité, alors que tout le monde n'a pas les moyens. C'est vrai, c'est un autre défi qui nous attend parce que nous avons commencé et nous pensons que nous devons tout mettre en œuvre afin que d'ici 2018, que la plupart de ces problèmes soient résolus. Madame, Monsieur, à présent, je vous invite à aller voir ce qui se passe ailleurs sur le continent en matière de gestion des déplacés et des réfugiés, notamment au Niger et en Côte d'Ivoire. J'étais au village avec mon mari et mes 7 enfants quand les insurgés sont arrivés. Ils ont tué mon mari, ils ont pris mes 2 filles de 11 et 12 ans et ils sont partis avec. J'ai pu m'enfuir avec les plus petits. Toutes ces personnes que vous avez vues ici ont fui des violences. Ils ont vécu en fait en réalité eux-mêmes les violences au niveau du site de Damasak. Il y en a ici des centaines de familles qui soit sont en séparation, la famille ne trouve pas le reste de leur famille, des femmes qui ont vu leur mari tué, des femmes qui ne savent pas aujourd'hui où se trouvent des enfants même séparés de leur famille, etc. Donc on a tous les genres de situations ici. Ces derniers jours, les habitants de Difa se ruent sur les bus vers Zinder. Leur ville a été attaquée plusieurs fois depuis le début du mois par Boko Haram. La sécurité est là, certes le manger là, il n'y a pas, tu vois, le fait de rester sans manger là, c'est un autre problème. On ne peut pas rester sans manger, on est obligé de quitter, sinon l'armée nigérienne est là et on les soutient. La première attaque dans la région a eu lieu le 6 février. L'hôpital n'était pas habitué à se retrouver au milieu d'une zone de conflit. Vu l'afflux, bien sûr que nous avons reçu une formation au niveau du CICR pour la chirurgie de guerre. Il faut quand même une certaine coordination, ça veut dire que pour la prise en charge, la capacité du personnel, ça veut dire que les 2 chirurgiens qui sont là,
Je pense qu'on était débordés et ça travaillait pratiquement tous les deux, 24 heures sur 24 heures pendant 72 heures. Zinder se trouve à plus de 400 km. 10 000 habitants de Difa sont déjà arrivés ici ce mois-ci et leurs problèmes persistent. On a des problèmes, on n'a rien à manger, on n'a pas d'habits. Même ces habits-là, les gens nous les ont prêtés. Aïchatou est une commerçante de Difa. Après 16 heures de route, elle a trouvé refuge à Zinder. Elle a failli mourir lorsqu'un obus tiré par Boko Haram est tombé près de chez elle. Quelques instants après l'explosion, j'ai vu que parmi les personnes qui étaient à côté de moi, certains n'avaient plus de bras, plus de jambes. D'autres étaient éventrés. Aïchatou est persuadée que Boko Haram a recruté des jeunes au sein même de la population de Difa et ne souhaite pas y retourner. La police nigérienne, elle, affirme avoir arrêté 160 suspects dans la région de Difa et des dizaines d'autres à Zinder. Nous avons traversé des périodes difficiles en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée à la tête du conseil municipal en 2001. Et vous savez que chez nous, la guerre a commencé en 2002. Et donc, je suis tombée de plein fouet, de plein pied, j'allais dire, dans les difficultés. Étant une commune tampon, comme on l'appelait à l'époque, j'ai reçu 25 000 déplacés de guerre. Donc la gestion, elle a été obligatoirement sociale. Une gestion d'assistance beaucoup plus qu'une gestion traditionnelle d'une commune. Parce qu'il fallait faire face à des événements qui n'étaient pas prévus, des événements douloureux et avec peu de moyens. C'est l'heure de la Minute Data. Madame, Monsieur, bonsoir. L'instabilité en Centrafrique a eu comme conséquence un afflux important de réfugiés dans la région de l'Est et du nord-est du Cameroun. Au 30 juin 2017, les statistiques officielles estiment à 300 000 le nombre de réfugiés arrivant en terre camerounaise. C'est sans compter les réfugiés de la guerre contre Boko Haram, dont le nombre n'est pas encore connu avec exactitude. C'est assez important lorsqu'on sait que pour une guerre comme celle qui se déroule en Syrie, l'Union européenne dans son ensemble n'a accepté d'accueillir que 146 000 réfugiés pour des raisons de prise en charge. C'est donc peu de dire que la présence des réfugiés au Cameroun entraîne une forte pression sur les communautés et les communes qui les accueillent, alors que celles-ci ne disposent pas toujours de la ressource pour pouvoir répondre à leurs demandes d'infrastructures sociales. Il y a quelques mois, l'Union européenne au Cameroun a annoncé une intervention de 4,9 milliards de francs CFA avec 3 objectifs. Favoriser le dialogue, construire les latrines et les petites infrastructures sociales et surtout financer des activités qui vont générer des revenus pour ces personnes. De l'autre côté, le gouvernement, à travers le ministère de l'économie et de la planification, en collaboration avec le Programme national de développement participatif et le Haut Commissariat aux réfugiés, a décidé de faire aussi une intervention, mais dont les montants ne sont pas encore connus. Le Cameroun, dont l'hospitalité est légendaire, paye un lourd tribut lié à la situation sécuritaire aux frontières, notamment avec le Nigeria et la République centrafricaine. Ce qui a pour conséquence un afflux de réfugiés qu'on retrouve notamment dans les communes de Garaboulaye et Kenzu à l'est, Meiganga et Dir dans l'Adamawa, Ngong et Touboro dans le nord ou encore Mokolo dans l'extrême nord. Une autre conséquence, c'est d'importants déplacements internes qu'on retrouve notamment dans les communes de Makari, Mora ou encore Kolofata, comme ici sur le site de Kolofata-Guidi. Une présence qui modifie singulièrement la gestion des communes d'accueil, mais également la vie des communautés. Un défi qui interpelle l'État davantage que les communes. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève l'édition de ce jour. Retrouvons-nous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Entre-temps, restons debout.